l'orthodoxie et la religion du futur du père Séraphin Rose de bienheureuse mémoire. Chapitre 6. Partie 1. Les signes du paradis. Une compréhension chrétienne orthodoxe des objets volants non identifiés. Les décennies consécutives à la Seconde Guerre mondiale, qui sont devenues les témoins de l'accroissement stupéfiant des cultes religieux orientaux et de leur influence à l'Ouest, ont vu aussi le début de la dissémination d'un phénomène parallèle, qui bien qu'à première vue il semble totalement indépendant de la religion, se révèle, à la faveur d'un examen plus précis, être tout autant un signe de l'ère post-chrétienne et de la nouvelle conscience religieuse que les cultes orientaux. Ce phénomène est celui des objets volants non identifiés, qui ont été soi-disant vus dans presque toutes les parties du monde depuis que la première soucoupe volante a été aperçue en 1947. La crédulité humaine et la superstition, qui ne sont pas moins présentes à notre époque qu'à n'importe quel moment de l'histoire, ont amené à relier ce phénomène, dans une certaine mesure, à la série de fous qui bordent le monde de la culture. Cependant, il s'est fait jour, aussi, un intérêt suffisamment sérieux et responsable pour provoquer plusieurs investigations gouvernementales et bon nombre de livres de scientifiques réputés. Ces investigations n'ont pas eu le résultat positif d'identifier ces objets en tant que réalité physique. Cependant, les hypothèses les plus récentes posées par plusieurs investigations scientifiques pour expliquer le phénomène semblent s'approcher plus près d'une explication satisfaisante que les autres théories proposées dans le passé. Mais en même temps, ces hypothèses nouvelles amènent à la limite de la réalité, comme on a appelé un des nouveaux livres scientifiques sur ce sujet, à la frontière de la réalité psychique et spirituelle que ces investigateurs ne sont pas équipés pour appréhender. La richesse de la connaissance scripturale et patristique de cette dernière réalité place précisément l'observateur chrétien orthodoxe dans une position favorable unique pour évaluer ces nouvelles hypothèses et le phénomène ovni en général. L'observateur chrétien orthodoxe, cependant, est moins intéressé par les phénomènes eux-mêmes que par la mentalité qui leur est associée. Comment les gens interprètent-ils communément les ovnis et pourquoi ? Parmi les premiers à avoir approché la question des ovnis de cette manière, dans une étude sérieuse, se trouvait le psychanalyste suisse renommé C.G. Jung. Dans son livre de 1959, Les soucoupes volantes, un mythe moderne des choses vues dans le ciel, il a approché le phénomène comme avant tout quelque chose de psychologique et de religieux dans sa signification. Et bien qu'il n'ait pas tenté lui-même de les identifier comme une réalité objective, il n'en a pas moins saisi le domaine de la connaissance humaine auquel ils appartiennent effectivement. Les investigateurs d'aujourd'hui, alors qu'ils partaient de l'aspect objectif et non psychologique de la question, ont aussi trouvé nécessaire de mettre en avant des hypothèses psychiques pour expliquer les phénomènes. En approchant le côté psychologique et religieux du phénomène des ovnis, il est important pour nous, avant tout, de comprendre l'histoire dans les termes en lesquels les soucoupes volantes ont été interprétées par ceux qui croient en leur existence depuis le temps de leur première apparition dans les années 40. Que sont préparés les hommes à voir dans le ciel ? La réponse à cette question peut se trouver dans un bref examen de la littérature de la science-fiction populaire. Les historiens de la science-fiction en font habituellement remonter les origines au début du XIXe siècle. Certains préfèrent voir son commencement dans les nouvelles d'Edgar Allan Poe, qui combinaient un réalisme persuasif dans le style, avec un sujet toujours mêlé de mystère et d'occultisme. D'autres voient le premier écrivain de science-fiction dans la contemporaine anglaise, de Poe Mary Wollstonecraft Shelley, la femme du célèbre poète. Son Frankenstein et le moderne Prométhée allient la science fantastique avec l'occultisme d'une façon caractéristique de beaucoup d'histoires de science-fiction depuis lors. L'histoire de science-fiction typique, cependant, devait venir avant la fin du XIXe et le début du XXe siècle, de Jules Verne et de H.G. Wells jusqu'à nos jours. D'abord une forme de littérature de second ordre dans les gribouillages périodiques, américains des années 30 et 40, la science-fiction à l'âge adulte est devenue une littérature internationale, respectable au cours des dernières décennies. De surcroît, nombre de films extrêmement populaires ont montré combien l'esprit de la science-fiction a captivé l'imaginaire populaire. Les films faciles et plus sensationnels des années 50 ont laissé la place, dans la dernière décennie, ou à peu près, à des films d'idées à la mode comme 2001, L'Odyssée de l'espace, La guerre des étoiles et Rencontres du troisième type. Sans mentionner l'une des séries télévisées les plus populaires et les plus longues, Star Trek.
L'esprit de la science-fiction est dérivé d'une philosophie ou d'une idéologie sous-jacente, plus souvent implicite qu'exprimée en beaucoup de mots, qui est partagée par virtuellement tous ceux qui créent dans le genre. Cette philosophie peut être résumée dans les points principaux suivants. La religion, au sens traditionnel, est absente ou présente d'une manière très incidente ou artificielle. La forme littéraire elle-même est sans aucun doute un produit de l'ère post-chrétienne, ce qui est déjà évident dans les histoires de Poe et de Shelley. L'univers de la science-fiction est totalement séculier, bien que souvent avec des arrière-plans d'une sorte occulte ou orientale. Dieu, s'il est mentionné, est un pouvoir vague et impersonnel, non un être personnel. Par exemple, la force de la guerre des étoiles, une énergie cosmique qui a aussi bien un mauvais qu'un bon côté. La fascination croissante de l'homme contemporain pour les thèmes de science-fiction est le reflet direct de la perte des valeurs religieuses. Le centre de l'univers de la science-fiction, à la place du Dieu absent, est l'homme. Non pas habituellement l'homme tel qu'il est maintenant, mais l'homme tel qu'il va devenir dans le futur, en accord avec la mythologie moderne de l'évolution. Bien que les héros de science-fiction soient habituellement des humains reconnaissables, l'intérêt de l'histoire est centré sur leur rencontre avec diverses sortes de surhommes, de races hautement évoluées du futur, ou quelquefois du passé, ou de lointaines galaxies. L'idée de la possibilité d'une vie intelligente hautement évoluée sur les autres planètes est devenue à ce point une composante de la mentalité contemporaine que même de respectables spéculations scientifiques, ou semi-scientifiques, l'assument comme quelque chose qui va de soi. Ainsi, une série de livres populaires, Erich von Däniken, Les chariots des dieux, les dieux qui viennent de l'espace, trouve la soi-disant évidence de la présence d'êtres extraterrestres ou dieux dans l'histoire ancienne, qui sont soi-disant responsables de la soudaine apparition de l'intelligence chez l'homme, ce qui est difficile à concilier avec l'habituelle théorie de l'évolution. De sérieux scientifiques en Union soviétique supputent que la destruction de Sodome et Gomorrhe était due à une explosion nucléaire, que des êtres extraterrestres ont visité la Terre. Il y a des siècles, que Jésus-Christ pourrait avoir été un cosmonaute, et qu'aujourd'hui nous pourrions être à la veille d'une seconde venue d'êtres intelligents depuis l'espace. Des scientifiques également sérieux, à l'Ouest, trouvent l'existence d'intelligences extraterrestres suffisamment plausible pour depuis au moins 18 ans avoir essayé d'établir un contact avec elles par l'intermédiaire de radiotélescopes, et à l'époque actuelle, il y a dans le monde au moins 6 recherches de radiosignaux depuis l'espace conduites par des astronomes. Des théologiens contemporains, protestants et catholiques romains, qui se sont accoutumés à aller là où la science semble les mener, font des spéculations, à leur tour, dans le nouveau domaine de l'exothéologie, la théologie de l'espace, concernant la question de savoir quelle nature les extraterrestres peuvent bien avoir. On peut difficilement nier que le mythe qui est derrière la science-fiction exerce une puissante fascination, même parmi les hommes savants de notre temps. Les êtres évolués du futur dans la littérature de science-fiction sont invariablement présentés comme ayant dépassé les limites de l'humanité présente, en particulier les limites de la personnalité. Comme le dieu de la science-fiction, l'homme aussi est devenu étrangement impersonnel. Dans La fin de l'enfance de Arthur J. Clarke, la nouvelle race humaine a l'apparence d'enfants, mais leurs visages sont privés de personnalité. Ils sont sur le point d'être guidés vers de plus hautes transformations évolutives sur le chemin de l'absorption par un impersonnel super-esprit. En général, la littérature de science-fiction, en contraste direct avec le christianisme, mais en accord exact avec certaines écoles de pensée orientales, voit la progression évolutive et la spiritualité en termes d'impersonnalité accrue. Le monde et l'humanité future sont vus ostensiblement par la science-fiction en termes de projection des découvertes scientifiques d'aujourd'hui. En fait, cependant, ces projections correspondent de façon très remarquable à la réalité quotidienne de l'expérience occulte et ouvertement démoniaque à travers les âges. Parmi les caractéristiques des créatures hautement évoluées du futur, on trouve la communication par télépathie, la capacité de voler, de se matérialiser et de se dématérialiser, de transformer l'apparence des choses ou de créer des scènes et des créatures illusoires par pure pensée, de voyager à des vitesses qui dépassent de loin toute technologie moderne, de prendre possession du corps des terriens, et aussi le développement d'une philosophie spirituelle qui est au-delà de toutes les religions et qui tient la promesse d'un état où les intelligences avancées ne dépendront plus de la matière. Tout ceci constitue les pratiques et les promesses des sorciers et des démons.
Une récente histoire de la science-fiction note qu'un aspect permanent de la vision de la science-fiction est de désirer transcender l'expérience normale à travers la présentation de caractères et d'événements qui transgressent les conditions de l'espace et du temps tels que nous les connaissons. Les scénarios de Star Trek et autres histoires de science-fiction, avec leurs inventions futuristes et scientifiques, se lisent quelquefois comme des extraits des vies des anciens saints orthodoxes, où les actions des sorciers sont décrites à une époque où la sorcellerie était une partie importante de la vie païenne. La science-fiction en général n'est habituellement pas scientifique du tout, et pas vraiment futuriste non plus. C'est plutôt un retour aux origines mystiques de la science moderne, la science avant l'époque des Lumières, des XVIIe et XVIIIe siècles, qui était beaucoup plus près de l'occultisme. L'histoire même de la science-fiction remarque que les racines de la science-fiction, comme les racines de la science elle-même, sont dans la magie et la mythologie. La recherche et les expériences d'aujourd'hui, en parapsychologie, mettent aussi l'accent sur une future rencontre de la science et de l'occultisme, un développement avec lequel la littérature de science-fiction est en complète harmonie. La science-fiction en Union soviétique, où elle est aussi populaire qu'à l'Ouest, bien que son développement ait été un peu différent, a exactement les mêmes thèmes que la science-fiction occidentale. En général, les thèmes métaphysiques dans la science-fiction soviétique, qui travaillent sous l'œil vigilant de censeurs matérialistes, viennent de l'influence des écrivains occidentaux ou d'une influence hindoue directe, comme dans le cas de l'écrivain Ivan Efremov. Le lecteur de science-fiction soviétique, selon un critique, émerge avec une vague capacité de distinguer les démarcations critiques entre science et magie, entre scientifique et sorcier, entre futur et fantaisie. Dans la science-fiction de l'Est comme de l'Ouest, dit le même écrivain, comme en d'autres aspects de la culture contemporaine, tout confirme le fait que le plus haut état de l'humanité est l'occultisme. Presque de par sa nature même de futuriste, la science-fiction tend à être utopique. Un petit nombre de romans ou de nouvelles décrivent une société future parfaite, mais la plupart d'entre eux ont affaire à l'évolution de la société d'aujourd'hui en quelque chose de plus élevé, ou à la rencontre d'une civilisation avancée sur une autre planète, avec l'espoir de surmonter les problèmes d'aujourd'hui et les limitations de l'humanité en général. Dans Efremov et autres science-fiction soviétiques, le communisme lui-même devient cosmique et commence à acquérir des qualités non matérielles, et la civilisation post-industrielle sera sur le modèle hindou. Les créatures avancées de l'espace sont souvent dotées de qualités de sauveurs, et l'atterrissage de vaisseaux spatiaux sur la Terre introduisent souvent des événements apocalyptiques, habituellement l'arrivée d'êtres bienveillants pour guider les hommes dans la progression de leur évolution. En un mot, la littérature de science-fiction du XXe siècle est elle-même un signe clair de la perte des valeurs chrétiennes et de l'interprétation chrétienne du monde. Elle est devenue un puissant moyen de dissémination d'une philosophie non chrétienne, de la vie et de l'histoire, largement sous l'influence occulte et orientale, ouverte ou dissimulée. Et dans une époque cruciale de crise et de transition dans la civilisation humaine, elle a été une force principale qui crée l'espoir et même l'attente de visiteurs de l'espace, qui vont résoudre les problèmes de l'humanité et conduire l'homme à un nouvel âge cosmique de son histoire. Tout en paraissant être scientifique et non religieuse, la littérature de science-fiction est en réalité la propagatrice principale, sous une forme séculière, de la nouvelle conscience religieuse qui balaie l'humanité tandis que le christianisme se retire. Tout ceci est un arrière-plan nécessaire pour discuter des manifestations actuelles d'objets volants non identifiés qui correspondent étrangement aux expectations pseudo-religieuses qui ont été suscitées dans l'homme post-chrétien. Bien que la fiction, on pourrait le dire, ait dans un sens préparé les hommes à l'apparition des ovnis, notre compréhension de leur réalité objective ne peut évidemment pas être dérivée de la littérature ou des expectations et des fantaisies humaines. Avant de pouvoir comprendre ce qu'il pourrait être, nous devons connaître quelque chose de la nature et de la fiabilité des observations qui en étaient faites. Une description digne de confiance du phénomène a été donnée par le docteur Jacques Vallée, un scientifique français installé maintenant en Californie, qui a des diplômes élevés en astrophysique et en informatique, et a été impliqué dans l'analyse scientifique des rapports sur les ovnis depuis nombre d'années. Son témoignage est d'autant plus précieux pour nous qu'il a étudié de près les rencontres avec des ovnis en dehors des États-Unis, spécialement en France,
et est ainsi capable de donner une bonne image internationale de leur distribution. Le docteur Vallée trouve que, bien que d'étranges objets volants aient été observés à différentes époques dans les siècles passés, leur histoire moderne en tant que phénomène de masse commence dans les années de la Seconde Guerre mondiale et celles qui suivent. L'intérêt américain commence avec les observations de 1947, mais il y eut un certain nombre d'observations avant cela en Europe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de pilotes rapportèrent qu'ils avaient vu d'étranges lumières qui semblaient sous contrôle intelligent, et en 1946, particulièrement en juillet, il y eut toute une série d'observations en Suède et autres pays nordiques. Les observations dans cette vague scandinave furent interprétées d'abord comme des météores, ensuite comme des fusées, ou des fusées fantômes, ou des bombes, et finalement comme une espèce de nouveau type d'avion, capable de mouvements extraordinaires dans le ciel, mais ne laissant pas de traces sur le sol, même quand il semblait se poser. La presse européenne était remplie de rapports sur cette vague d'observations, et tout le monde en Suède parlait d'elle. Quelques milliers d'observations furent signalées, mais l'hypothèse d'une origine extraterrestre ou interplanétaire ne fut pas une fois suggérée. Le docteur Vallée conclut que la vague était causée par des objets existants en réalité, mais non identifiés et non par aucune rumeur d'ovnis préexistante ou expectation de visiteurs de l'espace. Dans ceci et les vagues de soucoupes qui ont succédé, il trouve une absence totale de corrélation entre l'intérêt largement répandu pour la science-fiction et les points culminants de l'activité des ovnis. Plutôt également, il n'y avait pas eu de vague de soucoupes à l'époque de la panique américaine causée par l'adaptation radio par Orson Welles de La Guerre des mondes en 1938. Il conclut que la naissance, la croissance et l'expansion d'une vague d'ovnis est un phénomène d'objets indépendant de l'influence consciente ou inconsciente des témoins et de leur réaction aux objets. La première rencontre publiée aux États-Unis se produisit en juin 1947, quand Kenneth Arnold, un voyageur commercial conduisant son propre avion, vit 9 objets en forme de disque ressemblant à quelque chose comme des soucoupes, volant près du mont Rainier dans l'État de Washington. Les journaux s'emparèrent de l'histoire et l'ère des soucoupes volantes commença. Il est intéressant cependant que ce n'était en fait pas du tout la première rencontre américaine. D'autres rencontres non publiées ont été faites dans les mois précédents. Il y eut aussi une vague d'ovnis avec 50 rapports en Hongrie au début de juin. En conséquence, les observations de 1947 ne peuvent être mises toutes sur le compte de l'hystérie provoquée par l'incident d'Arnold. Il y eut un certain nombre d'autres observations dans la vague américaine de 1947, surtout en juin, juillet et août. Bien que certains journaux aient spéculé sur les visiteurs interplanétaires, ces observations ont été prises au sérieux par les scientifiques, qui supposèrent qu'elles étaient le résultat d'une technologie humaine avancée, plus probablement américaine ou peut-être russe. Une seconde vague eut lieu en juillet 1948, avec des observations en Amérique et en France. Aux États-Unis, il y eut une spectaculaire observation de nuit faite par les pilotes d'un DC-3 de l'Eastern Airlines, d'un objet en forme de torpille, avec 2 rangées d'illuminateurs, entouré par un halo bleu et avec une queue de flamme orange qui manœuvra pour éviter la collision et disparut. En août de la même année, il y eut beaucoup d'observations à Saigon et dans d'autres parties de l'Asie du Sud-Est d'un long objet en forme de poisson. 1949 vit des rapports de disques étrangers et de sphères en Suède et plus d'ovnis en Amérique, incluant 2 observations par des observateurs astronomes entraînés. De petites vagues d'ovnis ainsi que des observations isolées continuèrent en 1950 et 1951, particulièrement aux États-Unis, mais aussi en Europe. En 1952, la première réelle vague internationale d'ovnis survint avec de nombreuses observations aux États-Unis, en France et en Afrique du Nord. Au point culminant de la vague, 2 sensationnelles observations furent faites au-dessus du Capitole et de la Maison-Blanche à Washington, D.C., une ère sous le contrôle constant des radars. En septembre, une vague submergea le Danemark, la Suède, le nord de l'Allemagne et la Pologne. Au même moment, en France, fut rapporté le premier atterrissage d'OVNI avec une description de petit homme. En 1953, il n'y eut pas de vague mais un certain nombre d'observations individuelles. La plus remarquable eut lieu à Bismarck, Dakota du Nord, où 4 objets restèrent suspendus et manœuvrèrent au-dessus d'une station de filtrage
pendant 4 heures la nuit. Un rapport officiel de cet événement consista en plusieurs centaines de pages, avec les déclarations de nombreux témoins, principalement des pilotes et du personnel militaire. 1954 vit la plus grande vague internationale jusqu'alors. La France fut littéralement inondée d'observations, avec des douzaines de rapports chaque jour en septembre, octobre et novembre. Dans la vague française, les problèmes qu'affronte une sérieuse investigation scientifique du phénomène des ovnis sont bien démontrés. Le phénomène était si intense, l'impact sur l'opinion publique si profond, les réactions des journaux si émotionnelles, que les réflexes scientifiques étaient saturés bien avant qu'une sérieuse investigation puisse être organisée. Le résultat, c'est qu'aucun scientifique ne pouvait risquer sa réputation en étudiant un phénomène si émotionnellement déformé. Les scientifiques français restèrent silencieux jusqu'à ce que la vague passe et meure. Durant la vague française, les caractéristiques typiques des rencontres plus tardives avec les ovnis étaient souvent présentes. Atterrissage d'ovnis, avec au moins quelques descriptions des circonstances, raies de lumière issues des ovnis et dirigées sur les témoins, arrêt des moteurs dans le voisinage des observations, étranges petits êtres en combinaison de plongée, sérieux dommages physiques et psychiques pour les témoins. Depuis 1954, beaucoup d'observations ont été faites chaque année dans des pays divers, avec des vagues internationales majeures en 1965, 1967 et 1972-1973. Ces observations ont été particulièrement nombreuses et profondes dans leurs effets dans les pays d'Amérique du Sud. L'investigation gouvernementale d'OVNI, la mieux connue, est celle qui a été entreprise par l'armée de l'air des États-Unis peu de temps avant les premières observations américaines en 1947. Cette investigation, connue depuis 1951 sous le nom de Project Blue Book, dura jusqu'en 1969, où elle fut abandonnée, sur la recommandation du rapport Condon de 1968, travail d'un comité scientifique mené par un des plus remarquables physiciens de l'université du Colorado. Ceux qui ont observé de près le travail de Blue Book, aussi bien que du rapport Condon, ont remarqué cependant qu'aucun de ces groupes ne prenait les phénomènes des ovnis au sérieux et que leur principale occupation était le dessein de relations publiques, d'expliquer les mystérieux phénomènes aériens en vue de calmer les craintes publiques à leurs égards. Quelques groupes d'adeptes des soucoupes volantes clamèrent que le gouvernement des États-Unis utilisait ces investigations comme une couverture pour masquer sa propre connaissance de la nature réelle des ovnis, mais tous les témoignages reflètent le fait que les investigations elles-mêmes furent faites simplement avec négligence, parce que les phénomènes n'étaient pas pris au sérieux, spécialement après que certaines histoires d'ovnis, des plus étranges, aient suscité la répugnance des scientifiques à l'égard du sujet. Le premier directeur de Blue Book, le capitaine Edward Ruppelt, admit que l'armée de l'air eût-elle essayé de jeter un rideau de confusion, elle n'eût pas pu faire un meilleur travail. Le problème a été abordé avec une confusion organisée. Tout a été évalué sur la base que les ovnis ne pouvaient exister. Le rapport Condon contient quelques explications classiques des ovnis. L'une d'elles, par exemple, établit que cette apparition inhabituelle devait être attribuée, en conséquence, à la catégorie de certains phénomènes presque certainement naturels, qui est si rare qu'il n'a pas été rapporté avant ni depuis ce cas. Le consultant scientifique en chef de Blue Book, pendant la plus grande partie de ses 22 années d'existence, l'astronome de l'université Northwestern J. Allen Hynek appelle ouvertement le tout un projet pseudo-scientifique. Pendant ces 22 années d'investigation, le projet Blue Book a collecté plus de 12 000 cas d'étonnants phénomènes aériens, dont 25% restent non identifiés, même après leurs explications souvent extrapolées. Des milliers d'autres cas ont été et sont encore collectés par des organisations privées, aux États-Unis et dans d'autres pays, bien que tous les organismes gouvernementaux se retiennent de faire des commentaires. En Union soviétique, le sujet reçut sa première mention publique, ce qui signifie l'approbation du gouvernement, en 1967, quand le docteur Félix U. Siegel de l'Institut d'aviation de Moscou, dans un article de la revue soviétique Smena, établit qu'un radar soviétique a surpris des objets volants non identifiés depuis 20 ans. Au même moment, il y eut une conférence scientifique soviétique sur les civilisations de l'espace, conduite par l'astronome arménien Viktor Ambarstoumian, qui encouragea une étude préliminaire des problèmes scientifiques et techniques de la communication avec de telles civilisations dont l'existence est tenue pour acquise.
L'année suivante, cependant, le sujet des ovnis devint une fois de plus interdit en Union soviétique, et depuis les scientifiques soviétiques ont parlé de leurs recherches et de leurs hypothèses seulement, de façon non officielle, à leurs collègues occidentaux. Aux États-Unis, le sujet des ovnis reste quelque peu hors limite pour les militaires et les scientifiques, mais ces dernières années, un nombre croissant, en particulier parmi les jeunes scientifiques, a commencé à prendre le sujet au sérieux et se retrouve pour en discuter et suggérer des moyens de faire des recherches. Les docteurs Hineik et Vallée parlent d'un collège invisible de scientifiques qui sont maintenant activement intéressés par les phénomènes de l'OVNI, bien que la plupart d'entre eux ne souhaitent pas voir leur nom associé publiquement au sujet. Il y a bien sûr ceux qui continuent à nier le phénomène, l'expliquant par des perceptions erronées d'objets naturels, ballons, avions, etc., sans parler des supercheries et des projections psychologiques. L'un d'eux, Philippe Klass, se fait une joie de débusquer les ovnis, investiguant certaines observations et trouvant qu'elles sont ou des phénomènes naturels ou des fraudes. Son étude l'a convaincu que l'idée de merveilleux vaisseaux spatiaux venus d'une civilisation lointaine est vraiment un conte de fées qui est bâti pour la mentalité adulte. Des investigateurs aussi butés, cependant, se cantonnent habituellement au cas où une preuve réelle d'un ovni a été laissée, la dénommée rencontre du deuxième type, comme nous le verrons plus loin. Et même les défenseurs entêtés de leur réalité sont forcés d'admettre qu'il y en a très peu, même dans les observations d'ovnis les plus convaincantes. La seule chose qui a persuadé un certain nombre de scientifiques dans ces dernières années à prendre les phénomènes au sérieux n'est pas la preuve physique de leur existence, mais le fait que beaucoup de gens sérieux et fiables ont vu quelque chose qui ne peut pas être expliqué et qui a souvent eu un grand effet sur eux. Le docteur Hineik écrit dans son enquête : invariablement, j'ai eu le sentiment que je parlais à quelqu'un qui décrivait un événement réel. Pour lui ou pour elle, il représentait une expérience aboutie, vivante et pas du tout onirique. Un événement auquel l'observateur n'était habituellement pas du tout préparé, quelque chose de bientôt reconnu comme étant au-delà de la compréhension. La combinaison d'une réalité souvent intense de l'expérience d'une rencontre avec un ovni, surtout dans les cas des rencontres proches, et de la presque totale absence de preuves physiques font principalement de l'investigation des ovnis par nature non l'examen d'un phénomène physique, mais plutôt celui des récits humains qu'on en fait, leur crédibilité, leur consistance, etc. Cela place déjà l'enquête plutôt dans le domaine de la psychologie, et il suffit de nous dire que l'approche qui consiste seulement à rechercher des preuves physiques est inadéquate. Cependant, l'opinion de M. Klass que les merveilleux vaisseaux spatiaux sont un conte de fées pour adultes n'est peut-être pas non plus loin de la vérité. Une chose est l'observation des ovnis, et une toute autre chose est l'interprétation que les gens donnent de leurs observations ou de celles des autres. La première peut être vraie, la seconde un conte de fées ou un mythe de notre temps. Le docteur Hineik a fait beaucoup pour éliminer certaines fausses conceptions communes sur les observations de l'OVNI. Ainsi, il rend clair que la plupart d'entre elles ne sont pas rapportées par des adeptes, des gens instables ou non instruits. Les quelques rapports faits par ce genre de personnes sont habituellement facilement identifiés comme non fiables et ne sont pas explorés plus loin. Mais les rapports les plus cohérents et détaillés proviennent de gens normaux et responsables, souvent avec une instruction scientifique, qui sont sincèrement stupéfaits ou bouleversés par leur expérience et ne savent simplement pas comment l'expliquer. Plus l'expérience est forte et plus l'OVNI est vu de près, moins les témoins sont enclins à en parler. Les enregistrements d'histoires d'OVNI sont une collection de contes incroyables racontés par des personnes crédibles, ainsi que l'a remarqué un général de l'armée de l'air. Il ne peut y avoir de doute raisonnable qu'il y ait quelque chose derrière les milliers de rapports sérieux à propos des ovnis.